Chers fans de foot, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue à la 79e édition du Clubhouse de Dribble, un Clubhouse international spécial Route Leven, après l'entrée en compétition hier soir de la sélection dans ses éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 et cette défaite, malheureusement hier, des hommes de Jeff Strasser face à l'Irlande du Nord. Et pour débriefer cette rencontre et anticiper la réception dimanche de la Slovaquie, j'accueille en plateau mon confrère, ou plutôt l'inverse. Il est spécialiste des retournées de veste acrobatiques, le journaliste Boris Saint-Jalm. Bonsoir Boris. Salut Marco, salut à tous. Effectivement, on va revenir en long, en large et en travers sur cette première fenêtre de trêve internationale de la saison, avec malheureusement une première défaite, quoi. On va y revenir en travers et elle reste en travers de la gorge, cette défaite. Allez, pour en parler face à lui, le rookie, il veut prouver à tout le Luxembourg du football que l'élève peut dépasser le maître, l'apprenti Jedi, le stagiaire Thomas Kaufmann. Bonsoir Thomas, pour ta première fois sous les projecteurs. Salut Marco, bonsoir à tous. Évidemment, comme a dit Boris, on va revenir sur ce match d'hier qui nous donne déjà beaucoup d'enseignements sur l'ère Jeff Strasser. Jeff Strasser qui a attiré la lumière, toi aussi tu l'attires. Et il y en a un qui a l'habitude d'être en dessous de la lumière, c'est notre invité. Les projecteurs, il les connaît, il a cumulé 100 sélections, il est le 3e Roudelave le plus capé de l'histoire. Il va pouvoir nous éclairer sur ces World Cup Qualifiers. Il a eu l'occasion entre 2009 et 2021 de disputer 22 rencontres d'éliminatoires de Coupe du Monde. Il a 39 ans, il en aura 40 jeudi prochain. Bon anniversaire en avance. Il est toujours au top. Il a fait les beaux jours de l'Etzela, du F91, du Racing, de Differdange et désormais de l'Atert Bissen. Il cumule 153 buts en 428 matchs de BGA League. C'est le guerrier Dan Damota. Bienvenue Daniel et merci d'avoir accepté notre invitation. Salut tout le monde et merci pour l'invitation encore une fois. C'est vraiment un plaisir. Alors c'est la deuxième fois que tu viens sur le plateau du Clubhouse. C'était il y a 2 ans où à l'époque tu te demandais si tu n'allais pas arrêter ta carrière. Exact, je me posais la question, mais bon, vu que c'est un choix physique, donc je me sens encore prêt, donc tant que le corps il peut, je suis. Et tu l'as démontré face au Swift Espérange dimanche passé, on va y revenir. Bon, de l'expertise il en a et on va en avoir besoin avec au sommaire la rencontre des Route Leven face à l'Irlande du Nord. C'est l'avenir sans Korac, on y reviendra contre la Slovaquie, les dynamiques en BGA League, la reprise de la Ligue 1 Dames, les débats, les news express, des passements de jambes, des arrêts réflexes. C'est tout ça, le Clubhouse de Dribble. Et avant toute chose, on aimerait vous rassurer par rapport à l'information qui est tombée hier pendant le match des A entre les Route Leven et l'Irlande du Nord. Le bus des U21 s'est renversé de nos espoirs en France. Du côté de la Bretagne, ils étaient en train de rentrer de l'entraînement donc sur la route de Lorient. Le bus s'est renversé, il y avait des blessés et finalement plus de peur que de mal, Boris, puisqu'il y a seulement des coupures et des contusions et le match va être reporté et surtout tout le monde va bien. Ouais, c'est ça, c'est le plus important, c'est que tout le monde va bien. On a eu la nouvelle en plus déjà après le match des A justement où on avait déjà pris un petit coup sur la tête. Là c'était presque le coup de grâce, on se demandait ce qu'il en était, on n'avait pas trop de nouvelles au début. Ça va que c'est que des blessures légères, mais fort logiquement, le match a été reporté contre la France. On verra pour celui des Féroé mardi. Je pense que plus de peur que de mal, mais il va falloir aussi assurer un suivi. Un suivi ouais, voilà, que ce soit physique ou psychologique, parce que c'est pas anodin. Donc, voilà. Un accident, ça laisse toujours des traces. Donc évidemment, toutes nos pensées, toute la rédaction s'associe à ces paroles pour penser aux joueurs, à leurs familles et au staff, bien évidemment, des U21. Et on débute avec ces World Cup Qualifiers. C'est donc cette défaite du Luxembourg face à l'Irlande du Nord, 1-3. Le premier but encaissé, alors on peut pas dire sur penalty, mais suite à un penalty concédé par Seyd Korac. Premier tir qui a été arrêté par Anthony Morris. Et puis c'est Reid, je crois, qui jaillit dans la défense, dans la surface pour inscrire ce but. Il y a eu l'égalisation de Eman Dardari. Et puis derrière, 2 nouveaux buts, dont un qui a été concédé juste après l'exclusion de Seyd Korac pour un 2e jaune. Alors je vais d'abord vous poser la question, messieurs, qu'est-ce que vous retenez de ce match? Je pense qu'on pourra parler de déception. C'est un sentiment, malheureusement, que je trouve récurrent avec notre équipe nationale, de se dire qu'il y avait la place hier parce que certes, l'Irlande du Nord ouvre très vite le score sur ce penalty, même si c'est pas directement marqué sur penalty. Mais une fois qu'ils sont à 1-0, on a senti le Luxembourg bien revenir dans son match, poser son jeu,
appliquer les consignes qui avaient dû être mises en place par Jeff Strasser et revenir de manière méritée par Ayman Dardari. Ouais, des erreurs individuelles qui coûtent le match avec déjà je pense le tournant qui est ce but après 20 secondes en seconde période qui change totalement la physionomie du match. Et ensuite, c'est Korac qui s'est expulsé et après c'était quasiment impossible de revenir. Ouais, en fait, la déception. En fait, ouais, c'est le truc, c'est que t'as l'impression que tu matches avec une équipe qui est sur le papier un peu supérieure et en fait sur les momentum, les moments clés, entame de match, entame de seconde période, carton rouge, tu prends le but juste après, en fait tu craques à des moments du match qui font que c'est rédhibitoire à ce niveau-là. On peut se dire aussi que sur ce match, je pense que c'est le pire match en sélection de Sead Korac. Il nous a pas habitués à ça parce que d'habitude justement c'est plutôt le leader de défense et il est très important. C'est sûr que quand tu as un leader qui passe à côté, ça arrive. Mais sur une rencontre comme ça pardonne pas malheureusement. Donc pour moi, tout n'est pas à mettre. Il y a des choses positives. Tout n'est pas acheté à la poubelle. Je pense qu'on en reparlera. Mais il y a quand même 2-3 satisfactions sur le plan individuel dans un contexte qui était quand même compliqué aussi pour la première de Jeff Strasser avec des absents de marque. Donc tout n'est pas à jeter. Non, on va revenir justement sur ces points positifs. Mais avant, la parole à notre invité, puisque lui aussi, il connaît l'Irlande du Nord. Il a marqué. Il a été buteur en 2012 lors du match nul 1-1. Et puis, il a également joué l'Irlande du Nord lors de la victoire 3-2 en 2013. Et la deuxième victoire également en 2019. Alors, quelle est l'analyse du centurion d'Amota, celui qui a 100 sélections ? Surtout, quand on joue les équipes comme ça, comme l'Irlande du Nord, on sait que c'est physique. Ça court partout. Donc, un moment d'inattention, ça peut payer cash. Mais comme tu l'as dit, Sead Korac, c'est un match qu'il a loupé. Donc, ça peut arriver. Il y a quelques mois, c'était l'héros de l'équipe nationale. Donc, erreur est humaine et on passe à autre chose. Puisque on perd pas seulement avec un joueur, c'est toute l'équipe qui perd. Que ce soit les 11 qui débutent ou ceux qui rentrent, donc il doit faire la différence. Mais ouais, c'est des beaux souvenirs qu'on a eu contre l'Irlande du Nord, surtout à l'extérieur. À la fin, on fait 1-1. Inespéré, surtout quand on voyait la première mi-temps. Ils ont shoté poteau, barre, tout. Donc, et puis on a trouvé la faille en deuxième mi-temps vers la fin. Et la victoire 3-2 à domicile, je crois que c'est le but de la victoire, c'est Jenisch qui a marqué, je crois. Mats Jenisch. Juste avant la mi-temps, c'est Aurélien Joachim qui a marqué un but. Et puis le deuxième, c'est Benzi qui l'a marqué. Stefano, ouais. Donc c'est surtout une très belle victoire à domicile contre une équipe très forte. Mais c'est toujours des beaux souvenirs. Et comme j'ai dit, c'est des équipes que physiquement, ça jusqu'à 90e, 100e minute. Donc il ne faut rien lâcher. Alors il y a quelque chose que tu dis, Dan, et qui est très juste, c'est que oui, on gagne tous ensemble et on perd tous ensemble. Bien sûr que les erreurs individuelles, on les a pointées de Sead Korac. On fait sans doute une différence, mais Jeff Strasser a insisté également pour dire que lorsque quelqu'un fait des erreurs et ça arrive, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne aider et pallier ses erreurs. Par exemple, Anthony Maurice qui arrête le penalty. Et puis derrière, il y a eu d'autres erreurs où faute d'inattention, en fait, tu l'as précisé, Daniel. Alors, on va s'intéresser maintenant aux choses positives. Il y en a eu, j'imagine que tu vas nous parler d'Ayman Dardari. Ouais, c'est clair que on va aussi se voir le verre plutôt à moitié plein. C'est vrai qu'au vu des absences, Gerson Rodriguez, Brian Maggio, pour diverses raisons, le secteur offensif, c'était quand même celui qui faisait le plus peur, entre guillemets, qui avait le moins de ressources à sa disposition. On se demandait est-ce qu'il allait mettre Kourchi titulaire, est-ce que Ayman Dardari, et finalement c'est le jeune Ayman Dardari qui est mis titulaire, je pense, dans la foulée de sa très bonne prépa. Il avait fait une grosse prépa avec Augsbourg. Il a signé son premier contrat professionnel et je pense que la prestation qu'il a fait hier, malgré quelques imperfections qui sont normales au vu de son âge, je pense va lui permettre de se créer une bonne place dans la nouvelle ère Strasser en équipe nationale. Il met un très beau but. Je trouve que aussi dans la complicité avec Zinani, il y avait quelques points positifs. Donc non, c'est clair que Ayman Dardari, c'est un gros point positif. Et puis pour revenir aussi, parce qu'il n'y a pas que les jeunes, Laurent Jans, le capitaine aussi, a fait un très très bon match. Donc il faut réussir à créer ce mélange. Il y a des nouveaux joueurs qui vont être amenés à jouer. Ça se construit pas en une semaine. Enfin, le Jeff Strasser, il a eu les joueurs depuis lundi, donc il a eu 2-3 séances maximum.
c'est très très peu. Et je pense qu'il faudra attendre avant de juger plus en profondeur, on va dire, le mandat Strasser, évidemment. Puis bon, on a vu des choses intéressantes tactiquement, mais ce qu'il a manqué, et on a posé la question en conférence de presse d'après-match à Jeff Strasser, il était visiblement d'accord avec notre analyse, il manque un vrai neuf en l'absence de Gerson Rodriguez et avec la défection de Brian Maggio. Alors messieurs, j'ai envie de vous demander à tous comment on fait en attaque, puisque ok, Sinani, très bon, notamment dans le rôle de pivot, même si Jeff Strasser a laissé entendre que contre la Slovaquie, il allait jouer plus haut, en 9. Mais sur le prochain rassemblement, qui pourrait-on appeler en l'absence de Gerson Rodriguez ? Dan Damota ? Je pense qu'il est sur le plateau. Non, mais c'est vrai que tant qu'il y a ce problème, et moi je le sens comme ça, j'ai l'impression que si jamais il est disponible, Gerson, j'ai l'impression que le sélectionneur l'appellera. Au vu des questions et des réponses qu'il nous a fournies en conférence de presse, je peux me tromper, mais tu sens que c'est un vrai souci pour lui. En sachant que Gerson Rodriguez, sur ses propres réseaux, a fait savoir qu'il attendait le prochain appel de la sélection. Donc on attend de voir. C'était un débat qu'il y avait déjà avec Luc Holtz à l'époque aussi, quand il y avait déjà Gerson. Donc c'est un débat qui ne date pas d'hier. Et malheureusement, les solutions miracles n'existent pas. L'aubaine qu'on avait eue sur ces derniers mois, c'est qu'il y avait Brian Maggio, l'éclosion de Brian Maggio, qui semblait être la solution idoine. Mais en l'état, pour moi, t'as, dans la liste là, sur les avant-centres, tu n'as personne qui va arriver et qui va te solutionner tous les problèmes que tu as. Alors solutionner dans le 11 de départ, sans doute pas, même si là en fait le 11 n'était pas du tout honteux, hein, je sais pas ce que tu en penses Thomas, quand on a vu la composition avec Dardari aux côtés de Sinani, ça peut être enthousiasmant, et même dans l'animation, alors il y a le penalty qui gâche un peu tout, mais en réalité sur la première mi-temps, c'était intéressant. Ce qu'il a manqué, c'est peut-être d'un impact player en deuxième mi-temps pour faire la différence, non ? Je pense ce qu'on sait déjà, c'est qu'il a composé avec les moyens du bord. Je trouve que l'absence de Kiki Martins a été vraiment impactante, puisqu'on a vu un milieu en grande souffrance, notamment pour faire passer les relais des ballons de la défense vers l'attaque. Kiki Martins aurait vraiment eu son rôle à jouer hier soir, en pouvant laisser Barreiro dans un rôle peut-être plus offensif, comme ce qu'il montre en ce moment avec Benfica. Ce qu'il a encore montré hier, je trouve que dans la projection, Leandro était vraiment bon. Justement pour casser les lignes avec des exploits individuels pour vraiment casser les lignes et porter des actions offensives. Donc voilà, plutôt que peut-être concentrer le débat uniquement sur un 9, je trouve que la réflexion s'amène sur une animation plus globale qui touche aussi bien le milieu de terrain que la gestion des pistons. Et par rapport à ça, peut-être libérer du poids sur l'avant-centre et créer beaucoup plus d'animation, des relais. Alors c'est très intéressant, parce que donc là tu prends la place de Jeff Strasser, tu prends aussi la place de l'animateur du clubhouse de dribble en refaisant le sommaire, et il prend la confiance, le stagiaire. Il prend la profondeur direct. Ouais, pas mal. Alors évidemment, si je parlais du côté offensif, c'est parce qu'on a un invité qui a 100 sélections, avec pas mal de buts quand même sous le maillot des Routleven. Dan, c'est quelque chose qui pourrait encore, selon toi, advenir une convocation en équipe nationale ? J'ai jamais dit que j'arrêtais l'équipe nationale, donc je suis toujours présent. Donc si besoin, je réponds présent. Après, voilà, c'est toujours la décision du coach de le faire. Mais revenons sur la position numéro 9. Tant qu'on n'a pas de numéro 9 précis, on peut toujours jouer avec deux attaquants ou un faux 9. Donc avec les joueurs qu'on a de qualité, surtout la plupart tous, ils jouent à l'extérieur avec un contrat pro. Donc ils sont bons. Donc, comme on l'a démontré hier, le buteur. Donc, pour moi, il ne faut pas se focaliser sur vraiment un 9. Mais si on cherche un 9, on a aussi un qui, on l'a déjà mentionné, c'est Dani Mota qui est un Monza. Donc, pourquoi pas enfin le convaincre à venir, puisque maintenant, je crois qu'il a 26-27 ans. Le rêve de jouer en équipe nationale portugaise, ça va être de plus en plus compliqué, surtout avec les bons jeunes qui viennent de derrière. Donc pourquoi pas le rappeler et voir avec lui, ou parler avec lui pour le convaincre, puisque je suis convaincu que lui, devant, il ferait le poids contre les adversaires. Et je pense que Jeff Strasser pense la même chose que toi, parce qu'il a laissé entendre que les discussions-là étaient prévues. Alors, projetons-nous maintenant sur le match de dimanche contre la Slovaquie, avec une certitude, c'est que Sead Korac ne sera pas dans le 11, puisqu'il est suspendu après son carton rouge. Qui pour remplacer Korac ? Est-ce qu'il va décider de remettre Carlson dans l'axe et de remettre Mika Pinto sur un côté, sachant que Mika Pinto, il a quand même pas beaucoup joué sur les dernières semaines, on manque de rythme, pas joué du tout.
ou est-ce qu'il va laisser Carson sur le côté et du coup mettre un Marvin Martins dans l'axe ou un Selimovic peut-être, qui lui a plus de rythme et qui joue avec son club. C'est à voir, mais en tout cas, ce qui est sûr en l'état, c'est que c'est une très grosse perte parce qu'on l'a déjà dit, il a fait un mauvais match hier, mais c'est quand même le patron de la défense. Moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est quand on arrive un petit peu en avance au stade, on voit l'échauffement. Ouais. Et on voit, à ce moment-là, c'est intéressant de regarder qui sont les leaders du groupe. C'est Korac, il a beau avoir 23 ans, c'est le patron du groupe. C'est celui qui parle à ses coéquipiers avant le match. Donc, au-delà de ce qu'il apporte sur le terrain, sur quasiment tous les matchs qu'il a fait en équipe nationale, c'est surtout encore un leader en moins que tu perds dans le vestiaire, dans le groupe. Bah dans le vestiaire, il pourra y être. Il pourra y être, mais t'as pas Kiki Martins, t'as pas Seyd Korac, ta colonne vertébrale, et elle commence à un petit peu tirer la tronche. Donc c'est vrai que on verra qui prend sa place en défense centrale. J'espère qu'il fera un gros match quoi qu'il arrive, mais c'est sûr que sur le papier, tu perds en qualité, en leadership. Donc face à une équipe qui, on le rappelle, a battu l'Allemagne. Donc oui, ça va être compliqué. 2-0 en Slovaquie pour les Slovaques face à l'Allemagne. Thomas, qui est-ce que tu vois pour remplacer Seyd Korac ? Je pense que les noms ont été quand même évoqués par Boris. On a plusieurs options. On a parlé de Vahid Selimovic. Marvin Martins aussi, même si il n'a pas encore connu de feuille de match depuis son arrivée à Winterthur en Suisse. Ça va poser des questions. Je pense que c'est déjà en train de cogiter dans la tête de Jeff Strasser, ce qu'il nous a d'ailleurs dit hier en conférence de presse, qui commençait déjà à avoir des idées sur sa défense pour dimanche. Imaginons foot fiction, Olesen qui redescend d'un cran, comme il l'a déjà fait dans certains clubs et qui joue en défense centrale, c'est exagéré ? Non, c'est pas exagéré. Je pense que comme Jeff il doit bricoler en fait. C'est-à-dire qu'il lui manque un milieu important, un défenseur important, même devant c'est un peu clairsemé. Il doit bricoler, je pense qu'il pense à toutes les options. Le truc c'est que si tu fais descendre Olesen, faut remplacer aussi Olesen au milieu, t'as pas Kiki Martins, donc peut-être que de ce point de vue-là, il va préférer garder Olesen au milieu et mettre un défenseur juste remplacé numériquement. Moi, je serais pas surpris de voir Selimovic, tu vois, si je dois me mouiller, c'est le mec qui a enchaîné. C'est peut-être pas le joueur que le grand public connaît le plus, mais c'est celui qui, en termes d'état de forme, est celui qui enchaîne le plus en termes de minutes. Jeff on avait parlé avant la rencontre en disant qu'il accordait beaucoup d'importance sur les dynamiques du moment, sur les mecs qui jouent en club. Selimovic, il joue en club, donc peut-être que ce sera lui. Dan, j'imagine que tu as déjà vécu ça, un de tes joueurs cadres qui est exclu est suspendu pour un match important. J'imagine que mentalement, ça doit être difficile d'accuser le coup et que dans les vestiaires, on n'en rajoute pas une couche. Comment est-ce qu'on gère ça pour essayer de consoler un joueur qui est passé complètement à côté de son match ? C'est en montrant le match suivant qu'on joue pour lui, pour l'équipe. Donc, certes, il y a un joueur comme Korac qui va manquer dans le vestiaire, sur le terrain, mais il sera toujours présent. Donc, c'est pas qu'il prend ses valises et il repart dans son club. Normalement, il reste avec l'équipe, il motive l'équipe. Et ceux qui jouent déjà pour lui sur le terrain, ils vont le jouer aussi pour lui en dehors du terrain. Donc, pour moi, il y a d'autres leaders comme Barreiro. Lui aussi, il commence à être leader en équipe nationale. Il commence à être leader, à mon point de vue, aussi à Benfica. Sans lui, je ne crois pas que Benfica serait qualifié contre Fenerbahçe. Ouais. Donc, il a fait une super prestation, surtout à domicile. Et puis, Laurent Jans, ça fait des années que c'est le capitaine, et lui, il doit montrer aussi que il va être le patron sur le terrain et en dehors du terrain. Une équipe qui a laissé un goût doux amer avec cette défaite, alors pas injuste mais difficile à digérer, ce sont les mots de Jeff Strasser, et on va se demander, c'est l'heure du débat, ce que peut ambitionner cette équipe des Roetleven. Alors on va commencer avec toi, Thomas. Que peut espérer cette équipe dans ces World Cup Qualifiers ? Je pense que l'ambition ne doit pas être comptable. Si quelqu'un ici ou Luxembourg espérait encore une qualification mondiale, je pense que déjà cette défaite met un coup sur la tête à ce projet. Mais, tu penses que c'est fini ? Si on devait sortir le match le plus abordable au vu du groupe, ça aurait été cette réception de l'Irlande du Nord. Malheureusement, c'est un rendez-vous manqué pour notre équipe nationale. Mais il ne faut pas oublier que c'est un nouveau cycle et qu'il se construit aussi. On sort de 15 années de mandat sous Lucols. On a Strasser qui arrive avec un nouveau projet de jeu. Pour moi, ce qu'il faut ambitionner sur cette campagne, c'est d'abord de mettre en place le projet, de construire une équipe. L'échéance la plus importante aujourd'hui, ça va être le barrage de mars contre Malte. Ouais.
Et faut profiter de ces 5 matchs du coup restants face à des top nations comme l'Allemagne, la Slovaquie qui est habituée à jouer des phases finales pour justement bâtir cette équipe et Donc toi, tu veux arriver. voir du jeu et la construction d'un groupe sous Strasser. C'est ça, je pense qu'il faut retrouver cette dynamique qui a fait la force de la sélection 2023, qui n'est pas venue de nulle part finalement. Et si on veut retrouver ce niveau de jeu, ça n'arrivera pas dès dimanche ou dans un mois. Il faudra prendre le temps. Prendre son temps, pas trop non plus, pas comme Thomas qui a pris beaucoup de temps pour développer ses arguments. Alors Boris, soit un petit peu plus succinct. Que peut ambitionner cette équipe dans ses éliminatoires de Coupe du Monde? Bah, vu que Thomas, moi je suis plutôt d'accord avec lui sur l'aspect jeu et collectif, ce que tu dois mettre en place. Mouille-toi. Maintenant, d'un point de vue comptable, si moi je reviens sur le point de vue comptable, je pense que c'est très difficile d'espérer faire des points en vrai. Là. C'est-à-dire que Ah oui. le match le plus abordable, c'était hier, tu le perds. Là, tu vas jouer chez toi une équipe qui vient de taper l'Allemagne 2-0. Qui est dans un temps fort. Qui est dans un temps fort, qui est en pleine bourre, qui a des joueurs qui sont en pleine bourre. Et en fait, c'est les 2 matchs les plus faciles que tu as. Donc, sur le papier, je parle, parce que c'est les 2 adversaires les plus abordables que tu reçois domicile. à la maison. Tu vas devoir le faire sans Kiki Martins, tu vas devoir le faire sans Seid Korac dimanche contre la Slovaquie. Donc, d'un point de vue comptable, pour moi, ça va être très très compliqué de faire des points. Et en fait, ce dont j'ai peur et ce que j'espère pas, c'est que justement les gens se focalisent trop sur ce total de points qui sera faible pour moi et se disent bon bah avec Jeff Strasser ça fait pas la maille, on le vire, il faut qu'il parte, etc. Alors que justement comme l'a dit Thomas et pour être dans la continuité de son propos, il faut intégrer les jeunes, il faut créer un nouveau collectif, il faut aussi régénérer un groupe qui a connu 15 années de Luc-Holtz, c'est-à-dire qu'il y a certains cadres qui vont peut-être arriver un petit peu sur la fin, il y en a déjà qui ont pris leur retraite ou qui sont plus dans le groupe et qu'ils emmènent cette équipe vers quelque chose de nouveau et pourquoi pas un nouveau frisson. Je pense que ce ne sera pas sur ces éliminatoires-là, mais peut-être sur la prochaine campagne. D'accord. Dan, tu es d'accord avec ce concept qui indique que les matchs à domicile sont les plus faciles parce que vous êtes allé chercher des performances à l'extérieur, alors avec l'équipe nationale, mais on y reviendra tout à l'heure avec ton club de Bissonne, vous êtes allé gagner contre le Swift. Alors évidemment, le public du Swift et le public de l'équipe nationale n'est pas le même, mais est-ce que jouer dans des enceintes à l'extérieur où il y a 30 000, 40 000, 50 000 spectateurs, ça vous transcende pas des fois aussi? Moi, personnellement, non. Ok. Moi, en tant que joueur, quand tu es sur le terrain, tu es dans ta bulle. concentré sur Peu importe que ce soit à domicile ou à l'extérieur. le domicile ou à l'extérieur. Donc, qui est 50 000 ou 10 000 ou 200 le dimanche. T'entends plus de bruit le dimanche parce que c'est pas plein, mais je dis un joueur qui joue des matchs internationaux, qui est vraiment focalisé sur sa tâche sur le terrain, il n'écoute pas trop les bruits qui sont autour. Donc il faut faire abstraction de tout ce qui est autour et se concentrer sur le match, sur son adversaire et puis faire sa meilleure prestation possible. Mais par rapport à la campagne, à mon avis, il y aura encore des surprises pour le Luxembourg. Des bonnes surprises? Des bonnes surprises, oui. Et par exemple, le match retour à l'extérieur contre l'Irlande du Nord, ça pourrait être à cocher pour le groupe. Si je suis avec. Jeff, si tu nous Voilà, écoutes. pour gagner des matchs, il faut prendre Dan. Si Faut Jeff prendre il Dan. nous écoute. Bon, bah, on va passer directement alors à la BGL League. J'imagine que Jeff Strasser la regarde avec attention. On a pu le voir à l'occasion de certains matchs. Et puis, on va revenir sur les dynamiques du moment avec Bissonne qui a qui a engrangé son premier succès en venant à bout du Swift Espérange dimanche dernier. Rosport qui est en pleine bourre, qui vient d'enchaîner une 3e victoire, je crois. Ouais, Troisième victoire là contre Kerjeng le week-end passé. Differdange qui recolle après avoir gagné contre Canache et puis péniblement contre Mamers, même si le score de 1-4 pourrait laisser croire le contraire, et c'était un peu la même chose contre Canache. Finalement, Differdange revient un peu au forceps grâce à Andy Bourg. Alors on va revenir vers toi, Dan. Donc tu l'as dit en introduction, tu te tâtais sur poursuivre quand tu étais à Ettelbruck ta carrière pour une question de physique. Bon, le physique, il semble être là, mais là tu as été sorti à la mi-temps. Mais donc au moins sur 45 minutes, en tout cas, tu t'arrêtes pas de courir. Non, je m'arrête pas de courir. Après, je crois que niveau GPS, j'ai fait presque 7 km en une mi-temps. Donc c'est énorme pour mon âge. Mais c'est à la vitesse que je fais, c'est toujours en sprint. Donc, mais après, comme je dis, ça dépend toujours de l'hygiène de vie qu'on a et l'envie qu'on a.
Donc tant qu'on a envie, on peut le faire aussi. Donc je le fais pour moi et puis pour l'équipe aussi. Et puisqu'il y a un beau projet, on l'a commencé il y a 2 ans. Donc on a fait De monter. de monter en 2 années, donc ce qui est jamais arrivé, je crois. En signant à Bissen il y a 2 ans, tu t'es dit que là, tu tirais un trait sur une éventuelle sélection de Luc Holtz quand c'était la montée de Division 1 à la PH. Bah, je le savais, puisque quand j'étais avec Etzela encore, ou à Differdange, il m'a pas nominé, tandis qu'il pouvait. Ouais. Donc après, je me suis dit, je vais descendre et puis on verra ce qui se passe. Mais le projet, j'ai signé parce que mon frère, à l'époque, il a signé en tant qu'adjoint. Oui. Donc il a fait 2 ans avec nous. Là, il est reparti à Mersch. Et donc je suis content pour lui, niveau sa philosophie de jeu, d'entraîneur et en termes de personne qu'il est. À mon avis, je suis d'avis qu'il va faire des bonnes choses avec Mersch. Alors, messieurs, si vous deviez retenir simplement sur les dynamiques de BGL League, l'équipe ou le club qui vous semble tirer son épingle du jeu ou au contraire perdre un peu ses moyens en ce moment. Ouais, allez, je vais prendre le contre-pied. Je sais pas si les autres pensent forcément à ça, mais moi je vais dire Rosport. Rosport qui est une équipe qui, on est habitué, ils luttent pour leur maintien toutes les saisons, ils sont un petit peu à l'arrache, ils s'en sortent toujours entre la 10e et la 12e place. Ils ont l'habitude de faire des étés pas trop mal. Voilà, c'est ça. Et là, en fait, ils ont déjà 11 points en 5 matchs. Si tu te dis que la saison passée, c'était un peu au-dessus des 30 points pour le barrage ou pour le maintien, en fait, ils ont déjà fait presque un tiers du chemin. Et dans une BGL, moi, je trouve en tout cas cette saison particulièrement serrée en bas de tableau où tu as, je pense, 7-8 équipes qui peuvent être amenées à jouer le maintien en fonction des dynamiques. Je pense que Rosport, là, déjà, ils sont pas à l'abri parce qu'on sait jamais, ils peuvent enchaîner quelques défaites, mais là, ils commencent déjà à prendre une bonne option sur le maintien, on va dire, en début de saison. Je vais moins mouillé que Boris, je vais quand même parler de Differdange qui a enchaîné sa 3e victoire en 3 matchs en BGL. Certes, ils ont encore des matchs en moins, ce qui fait qu'ils sont encore pas tout à fait revenus sur la tête de tableau au classement, mais ce que nous avait annoncé Fabrice Sebeil après la défaite contre Drita, c'est que le championnat, ça allait être une priorité pour le club qui va viser son 3e titre d'affilée. Et je trouve que malgré le fait qu'ils ont eu des matchs difficiles face à des promus, ils ont su quand même avoir cette force mentale d'aller chercher des matchs au forceps, parce que finalement, dans une saison, on ne pourra pas avoir que des matchs faciles, il faudra aller savoir gagner ces matchs-là. Et je trouve qu'ils l'ont parfaitement fait et qu'ils se lancent parfaitement dans leur quête d'un 3e titre. Bon, puis alors les autres clubs, on va peut-être en parler à l'occasion des News Express. Donc le principe est simple, je vous donne une nouvelle, et vous me dites ce que vous en pensez, si on la retient ou pas. Alors on va commencer par la Ligue 1 Dames qui reprend enfin ce week-end avec beaucoup de Ruth Levinen, Amy Thompson à Differdange, Joy Jung au Swift, Lizzie Oberweiss à Mamers et Martha Esteves, Andrea Machado, Caroline Georges qui ont rejoint au Racing et Dina Kochan, Anna Barbosa, sans parler des autres, Lorenzo Adikir, Sherkan à Bettembourg, Charlie Georges ou Mathéus à Young Minster. Ça promet un niveau élevé ou pas ? Ça promet un niveau élevé. Alors, je pense que c'est bien pour nous en tant que suiveurs du championnat. Mais après, relever, je ne sais pas, parce que la plupart des joueuses citées vont quand même rejoindre le Racing, même si donc le Racing a une super team qui va, pour moi, pas pouvoir être contestée dans la course au titre. Et je pense aussi aux joueuses. Alors, moi, je suis content de pouvoir les voir au Luxembourg, mais pour leur carrière, c'est toujours mieux. On sait que Dan Santos, c'est un peu un sujet qui revient régulièrement sur la table pour lui, c'est de savoir est-ce que les joueuses, on ne souhaite pas qu'elles aillent évoluer à l'étranger, justement, où le niveau est peut-être un peu plus élevé. Donc, c'est une news à retenir. C'est cool pour nous parce que cette saison, ça veut dire qu'on verra beaucoup d'internationales sous nos yeux. Donc, en termes de suivi, c'est plus facile aussi. Parce que les joueuses qui évoluent dans des championnats étrangers, c'est dur à suivre. Le foot féminin, au niveau des images, c'est très compliqué. Donc ça, c'est un avantage pour nous. Mais à voir si... je pense pas que ça va nous offrir une adversité très élevée, en tout cas dans la course au titre. Peut-être plus sur les places de derrière, mais dans la course au titre, je ne pense pas. Bon, comme tu as été très long, je ne vais pas donner la parole aux autres. Désolé, la prochaine elle est pour Thomas. Allez, les jeunes du Racing qui affrontent les Nord-Irlandais de Larne le 17 septembre, c'est un bon tirage ? Au vu des adversaires qu'ils pouvaient rencontrer, oui et non, parce que finalement ils pouvaient tomber contre Shelbourne, un club irlandais, et des déplacements
plutôt dans les Balkans. Donc, je trouve On parle de Youth League, j'ai pas précisé. Exactement. Ça a l'air d'être une équipe quand même assez coriace, une équipe britannique. Maintenant, les Nord-Irlandais commencent un peu à les connaître. Ça va leur donner, je pense, une bonne adversité, un bon petit déplacement en Irlande du Nord pour forger un groupe. Je pense que c'est pas trop mal. Et on va espérer que ça passe pour eux. On reste au Racing avec Williams Mazier qui s'est envolé pour le Stade Malherbe de Caen. Pina Gomes qui est parti pour une D1 serbe. Je vais vous abstenir de la prononciation du club. Alors, on retient, c'est une grosse perte pour le Racing, c'est une fierté pour le Racing. C'est tout à la fois, oui, c'est une fierté. D'ailleurs, le club a communiqué là-dessus, forcément, parce que tu regardes là sur la ligne offensive, les 4 qui étaient devant l'année passée, ils sont tous partis en professionnel. Mazier, Mabella, Pina Gomes et Ngoma. Ils sont tous repartis pour un projet en professionnel. Après, ça pose question pour le Racing, évidemment. Sportivement, tu es une équipe qui a fini dans les places européennes la saison passée. Tu avais des ambitions pour cette saison. Là, tu es à 3 points en 5 matchs et tu perds encore des 2 joueurs sur le fil, Pina Gomes et Mazier qui sont les derniers partis. Forcément, Daoud aussi qui n'a pas donné satisfaction. Et qui est reparti. Donc ça pose des questions. Il y a peut-être une place qui va se libérer aussi dans la lutte pour l'Europe, donc ça peut faire l'affaire. Il va y avoir une belle lutte, pareil pour l'Europe. Je pense que ça rabat un peu les cartes. On va voir ce que ça donne. Brian Maggio, après avoir refusé la sélection de Jeff Strasser, il a accepté de porter la tenue des Free Lions en U17. Alors Dan, je vais me tourner vers toi parce que tu as dit tout à l'heure que tu comprenais cette décision. Et est-ce que c'est fini ou on y croit encore ? Est-ce que tu penses qu'il pourra revenir ? Les portes sont jamais fermées, je crois. Ouais. Donc, si un joueur de sa qualité est toujours libre, à mon avis, Jeff Strasser va l'appeler. Mais je comprends tout à fait Maggio d'avoir choisi les U17 d'Angleterre. Donc, c'est quand même une autre chose que l'U17 du Luxembourg ou l'équipe A du Luxembourg. Donc, ça lui donne d'autres possibilités. Ça lui ouvre d'autres portes aussi. Mais après, ça va tout dépendre de sa saison à Metz, comment il va évoluer en Ligue 1 et puis les matchs qu'il va faire avec les U17 d'Angleterre. Donc, mais pour moi, les portes ne sont pas fermées. Enfin, on ne pouvait pas ne pas dire un mot sur le beau parcours en Conference League du FC Differdange qui est sorti la tête haute en barrage après avoir buté encore contre Drita, déjà victorieux en C1. Bay et Manso qui donnent rendez-vous l'année prochaine en phase de championnat, en phase de ligue. C'est ambitieux ou c'est logique ? Pour moi, c'est logique. Ouais. En fait, la saison passée, tu fais 2e tour, tu gagnes pas une confrontation. Cette saison, tu fais les barrages. La suite logique dans la continuité du projet, c'est de se dire que l'année d'après, tu fais encore mieux et tu fais la phase de ligue. On l'a vu en plus cette saison. Donc, Drita, voilà, les Kosovars on va en faire des cauchemars, mais t'es pas loin. Tu prends pas de raclée, tu perds de 2 fois d'un but, il y a le carton rouge au retour au bout de 2 minutes qui te tue un peu la rencontre. T'es pas si loin que ça, donc moi je pense que si tu arrives à garder une ossature, un peu comme ils ont fait cette saison, finalement, il n'y a pas eu beaucoup de changements, même si le coach, pareil, c'était un gros changement. Si le coach il est sur une année 2 et que tu arrives à te renforcer encore, franchement, moi je vois pas pourquoi ce serait utopique, quoi. Tu vois, là où tu as vraiment gagné en maturité en l'espace de l'intégralité du clubhouse, c'est que tu as dit logique. Et ça suffit. Concis, et moi que je m'étale. Voilà. Allez, une dernière news, on ne peut pas y échapper non plus. C'est hier, en avant-match contre l'Irlande du Nord, enfin les Ruth Levinon ont été célébrés pour leur accession en Ligue B de Women Nations League. Allez, en un mot, votre réaction par rapport à cet hommage qui a été rendu plusieurs mois après. Très bien. Moi, je pense que c'est logique qu'elle soit. C'était le premier match à la maison, il faut aussi se dire ça. Donc, c'est bien qu'elle soit honorée à ce moment-là parce que une montée en Ligue B, c'est la première fois dans l'histoire du pays. Et pareil, c'est comme pour chez les mecs il y a 10-15 ans. En fait, il n'y a pas eu le match contre l'Irlande à la maison ? Je sais pas si c'était. Ou peut-être c'était un peu court parce qu'elle revenait d'Arménie. Ou je sais pas. Ouais, peut-être que je me trompe sur les dates. On aurait peut-être pu le faire contre l'Irlande. Mais. En tout cas, c'est une bonne chose qu'elle soit mise en avant. Et pour moi, elles sont dans la continuité du projet d'Anne Santos. Continuer à performer. Et voilà, là, tu vas te confronter à des vraies équipes. Merci pour ce mot. Thomas ? Pas mieux. Non. Dan, tu as une réaction ? Vérité.
Mérité. Ouais, ce serait bien. Voilà, mais ça c'est bien Voilà. ça. Ça, Voilà, c'est là, l'expérience. on On reste- parle Eh d'un oui. mec qui, voilà. On respecte les consignes. Dernière news, évidemment, c'est la sortie du dernier dribble qui était diffusé au Stade National hier et que vous pouvez vous procurer en allant sur Let's Shop. Vous suivez les liens, tout ça. Vous y trouverez un dossier sur les derniers transferts, un point sur le mode d'emploi du mercato, mais également des interviews de Nico Pérez, de Marco Chang, de Berbourg, de Brandao, je crois, de Ouais. Chris Phillips et évidemment revenir sur le parcours de Differdange, du Racing, de Dudelange, de Strassen et des filles du Racing en Women's Champions League. Alors, du foot, il y en a évidemment dimanche à 20h45 pour accueillir la Slovaquie au Stade de Luxembourg, mais il y en a avant avec la promotion d'honneur qui va débuter dès ce soir. Je crois que c'est à 19h45. Le Fola reçoit Bétambourg, donc duel de deux relégués de BGL League. Et puis samedi, il y aura Etzel Heitelbrück, Berdenia, Berbourg, Wils, Belval-Belvaux. Le Mariska Mersch recevra Rumelange, la résidence Valferdange recevra Lorenzweiler, Cupschen recevra Luxembourg City. Enfin, la Licentia Steinsel se déplacera au FC Monderkange. Et en clôture de cette quatrième journée de PH, Chifflange recevra samedi à 19h l'US Feulen. Et j'en parlais tout à l'heure, la Ligue 1 Dames va également débuter ce samedi avec 5 matchs au programme. Bétambourg qui reçoit donc les championnes du Racing, Bétambourg les promues et les prometteuses filles du SC. La jeunesse Young Leinster recevra le Swift Esperange. Differdange va recevoir pour un premier choc en cette journée de Ligue 1 Dames le SCL. Mamère recevra les Young Boys de Diekirch. Tout cela est à 19h et en décalé à 19h30. La nouvelle entente Wormeldange Münzbach Ochtert se déplacera à l'UN Kerjeng. Eh bien, en tout cas, vous pourrez retrouver toutes les informations sur la Ligue 1 Dames, la PH, la BGL League et évidemment l'équipe nationale sur notre site mental.lu. Boris, merci beaucoup d'avoir été à mes côtés, extrêmement concis. Ouais, toujours un plaisir. Allez, je le fais court pour la fin. Thomas, bravo pour ta première déjà, Merci. félicitations. Et puis, on espère à très bientôt de revoir sur le plateau. Pour Et- revenir sur des beaux week-ends de football ici au Grand-Duché. On est content de t'accueillir et la personne qu'on était les plus heureux d'accueillir, c'était évidemment notre invité Daniel Damota. Merci d'avoir accepté Merci à de vous. venir. Entraînement dès ce soir ? Ce soir, entraînement, on n'a pas eu encore un Ouais. jour de libre. Si, lundi, on a eu libre. Et puis le week-end, on a libre. On va préparer un gros match contre Osport. Ouais. Ils sont en plein de L'équipe bourre, en forme. Donc, on joue à domicile. Donc, à mon avis, il y aura une belle surprise. Rendez-vous, donc ça ce sera Dimanche 14. 14. Donc on vous donne rendez-vous sur tous les terrains et bien sûr dès dimanche au Stade National. D'ici là, passez un bon week-end. Allez, bye bye. Ciao. Ciao.